Bonjour Babacar, bonjour aux auditeurs qui m'écoutent. J'avoue que j'aurais préféré commencer mon émission par autre chose que par des polémiques. Mais puisque vous me plongez en plein dedans, je vais essayer de donner la réponse qui me paraît en tout cas être de mon point de vue, la plus importante peut-être. Il me semble que l'histoire de toutes les sociétés du monde, quelles qu'elles soient, c'est une histoire qui se déroule. Elle est narrée selon des points de vue qui peuvent être divergents. Et cela a été quasiment une constante dans l'écriture de l'histoire. Et c'est d'autant plus difficile dans notre pays que l'histoire qui est aujourd'hui écrite, racontée, n'a pas souvent bénéficié de sources documentaires écrites qui pourraient faire l'unanimité, par exemple. Il s'y ajoute que fondamentalement, ce qui a été écrit, en particulier sur ces chapitres relatifs à la confession et à la religion, ce sont généralement des sources vivantes qui n'ont pas vécu l'époque où les faits sont déroulés et qui racontent les faits aujourd'hui. Le principe de la transmission d'un fait, c'est un principe même invariable, c'est qu'il y a plus ou moins des déformations dans la transmission des faits, parfois. C'est la raison pour laquelle les historiens procèdent plusieurs façons pour éviter le maximum d'avoir des biais dans ce qui est raconté et finalement écrit. Mais je pense que ce qui est le plus important, en tout cas pour ce que j'ai vu concernant une famille particulière, le professeur Iba Der Thiam, dans une position d'un scientifique avéré, qui comprend parfaitement les mécanismes de fonctionnement de la recherche en sciences sociales, les problèmes de transmission que pose généralement l'histoire, a reconnu, pour ce qui devait l'être, la nécessité de rectifier. Je crois même présenter des excuses de ce point de vue-là. Je pense que ce qui est le plus important, c'est cette attitude de scientifique, de chercheur, d'éminent scientifique, je vais dire, et préciser également que le professeur n'a pas été la personne qui a écrit tout. Il préside une commission constituée quand même d'éminents scientifiques, je crois les plus reconnus chez nous. Mais à partir du moment où il y a des problèmes qui ont été posés, il revient à cette commission et au professeur Iba Der Thiam, comme il a déjà commencé à le reconnaître et à le faire, de voir ce qui semble être problématique, de trouver, tout en gardant l'intégrité d'une démarche scientifique, de regarder ce qui est possible, de rectifier pour le meilleur des mondes. Non pas pour simplement pour plaire, mais plutôt pour être en conformité avec les faits tels qu'ils sont déroulés dans l'histoire. Et c'est ça qui est le plus important. Ils auraient dû peut-être en amont faire ce travail-là, soumettre peut-être à ceux qui sont susceptibles de protester, leur soumettre le travail, s'il y a des amendements et des rectifications à faire, les faire, mais pas après coup. Il faut comprendre également que ces scientifiques-là ont bien élaboré une méthodologie de travail qui a abouti aux résultats qu'ils ont publiés. Si rigoureuse soit-elle une méthodologie, peut toujours comporter, soit dans la collecte des faits, un biais, soit dans la transmission au moment où on est en train d'écrire, des biais. Toujours est-il qu'il me semble que cette commission de hauts scientifiques a fait du point de vue scientifique ce qui aurait dû être fait. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, je ne peux pas le dire moi. Parce que je suppose, et j'arrête la présomption irréfragable, qu'ils ont pris les précautions scientifiques. Je dis bien précautions scientifiques. La science est une chose, la géographie et le panégyrique en sont une autre. Je m'arrête là. C'est le président de la République dont vous êtes le porte-parole qui avait initié ce projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Il en dit quoi sur un peu cette actualité autour des premières publications de cette histoire générale du Sénégal? Il en dit quoi? Il en pense quoi? Le président a mis en place la commission en faisant confiance à la dimension scientifique de ceux qui la composent et ceux qui la dirigent.
Hier, il n'a pas interféré dans ce travail-là. Aujourd'hui, il n'interfère pas. Il laisse aux scientifiques qui ont la responsabilité d'élaborer ce travail de donner les réponses idoines par rapport à ce qui est dit. Parce que le président aurait décidé dans un sens ou dans un autre. On lui dit, ce travail-là n'est pas un travail scientifique. Et ce qu'il faut éviter aujourd'hui, c'est de faire l'erreur consistant à dire, finalement, les politiques vont décider à la place des scientifiques. C'est une erreur. C'est la raison pour laquelle la position de sagesse qui a guidé le président pour mettre en place cette commission-là est la même qui la tient aujourd'hui. Mais quand il est jugé sensible de parler de l'histoire d'une confrérie qui revendique des maladresses dans l'écriture, oui, ça interpelle tout le monde au premier chef, si les ethnies, l'autorité suprême. Ça veut dire que si les ethnies également contestent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Si également les footballeurs contestent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le président fait confiance à une commission qui travaille, viendra rendre compte au président de la République et ensemble, ils vont décider de ce qu'il faut décider. C'est comme ça que ça fonctionne. Abdoulatif Coulibaly, le ministre porte-parole de la présidence de la République, l'invité du grand jury d'RFM. Semaine particulièrement meurtrière du fait des intempéries, la mort de 4 personnes qui rentraient d'une excursion sur l'îlot Sarpan au large de Dakar, la mort aussi de 4 pêcheurs de Joal en haute mer, sans compter ces autres personnes tuées par la foudre. Quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Quelle est la responsabilité de l'État dans l'accident de pirogue meurtrier près des îles de la Madeleine ou encore sur les décès causés par la foudre quand c'est l'absence de nombre suffisant de paratonnerres qui est indexée? D'abord, 2 remarques. Je pense que nous sommes tous des croyants. Nous sommes des hommes de foi et des femmes de foi et de Dieu. Il faut accepter ce qui relève d'une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Parce qu'in fine, on ne peut pas à la fois être un croyant et dénier par ailleurs les fondements d'une foi et d'une croyance. Nous sommes dans un pays qui est assez particulier où on considère parfois, effectivement, il y a une part de responsabilité divine. Mais la responsabilité divine suppose également l'assumation des responsabilités, quelles qu'elles soient. La tienne, la mienne, et collectivement, et un nouveau officiel. Sans aucun doute, je n'ai pas fait l'inventaire. Le problème que j'ai par rapport à ça, j'ai entendu sur beaucoup de radios dire qu'il n'y a pas suffisamment de paratonnerres. Je n'ai jamais entendu un reportage qui rapporte les faits pour nous dire les paratonnerres, ils sont installés où, comment ils sont installés, combien il y en a à Dakar. Vous supposez, comme vous l'avez fait, qu'il n'y a pas suffisamment de paratonnerres. Et ça, je précise que l'existence d'un paratonnerre n'évite pas inévitablement la descente de la foudre sur une maison ou quelque part. Il peut y avoir bel et bien des paratonnerres et que la puissance de tomber du paratonnerre, de la foudre, dépasse les capacités de réception. Ça peut arriver. Donc ce fait-là, je pense qu'il importe aux journalistes de l'expliquer en allant voir ce qu'ils savent pour qu'ils le disent. Donc cette affirmation, j'allais dire de cet impératoire de dire qu'il n'y en a pas suffisamment, ça voudrait dire donc on établit forcément la faute d'un gouvernement. Si tel est le cas, il y a faute. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il y a faute de ce point de vue-là. Parce que personne ne m'a rapporté qu'il y en a suffisamment ou qu'il n'y en a pas suffisamment. Et j'attends ce travail-là. Et il faut le faire parce que c'est possible de le faire. Ça a été déjà fait et l'autorité a reconnu qu'il n'y en a pas un nombre suffisant. Moi, je n'ai pas lu ça. Je n'ai pas vu ça. Je n'en ai pas entendu non plus. Il est évident que l'État doit assumer une responsabilité de manière générale dans la protection des citoyens. C'est sa responsabilité première. À chaque fois qu'il y a un manquement, on doit pointer sa responsabilité et lui-même, il l'assume. Je ne trahis pas de secret par rapport à ça. En entendant, en écoutant le président donner des instructions pour que, d'abord, qu'on présente un système de sécurité encore plus fiable. Deuxièmement, que le ministre des Finances et le ministre de l'Intérieur trouvent les moyens, et Dieu entend bien les choses d'ailleurs, de renforcer les capacités de sauvetage à la fois du secours civil et des sapeurs-pompiers. J'étais présent. Un matériel, je ne sais pas suffisant, mais important, a été
présenté aux Sénégalais. C'était jeudi. Donné aux sapeurs-pompiers de ce pays-là. C'est la responsabilité de l'État de le faire. Mais quand le président de la République, quand il dit, et c'est lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, qu'il instruit le ministre de l'Intérieur à faire un audit national de tous les établissements recevant du public, ça pousse à poser la question, où sont les services de l'État qui doivent faire ce travail-là? On peut donner l'exemple, il y a une direction de la protection civile rattachée au ministère de l'Intérieur. Je suppose honnêtement, même avant lui, des ministres, le président de la République avait déjà donné ces instructions, ces directives. La tâche première d'un responsable de ce niveau-là, c'est de rappeler tout le temps ce qui doit être fait pour qu'on soit pris moins à défaut et qu'on soit plus opérationnel et plus efficace. Il rappelle des principes qu'il faut rappeler en des circonstances particulières. Mais vous savez, les défaillances, on peut les remarquer à tous les niveaux. Au niveau des citoyens eux-mêmes, tiens, je me suis tapé 4 étages pour monter dans cette affaire-là. Parlez d'abord de la vôtre. Non, je vous laisse. Non, c'est moi qui réponds. Je me suis tapé 4 étages pour monter ici. La loi est claire. À partir du 3e étage, on doit mettre un ascenseur. On vous le concède. C'est lui qui a mis l'immeuble là ici, il ne le savait pas. Il faut lui rappeler encore. Vous savez, il y a des comportements que nous avons, des comportements citoyens, qui participent à la déstabilisation de la sécurité des citoyens. Et vous ne l'avez pas fait. Pas vous, évidemment. Je vous dis, c'est une responsabilité partagée, avec une responsabilité prééminente de l'État, parce qu'aux Sénégalais, on confie à l'État ces responsabilités-là. Ce qui est arrivé au large, c'est pas pour rien que la météo est là. Est-ce que nous prenons suffisamment de précautions et de prudence dans certaines circonstances, nous les citoyens? Il faut se poser cette question si nous voulons être rigoureux. Questionner ce que l'État doit faire, mais également analyser objectivement ce que nous, citoyens, nous devons assumer comme responsables. Ces pirogues qui font la navette Soumbédioune, île de la Madeleine, appartiennent à l'État, au ministère de l'Environnement, à la direction des parcs nationaux. Oui, je vous l'ai dit, j'admets. Mais, vous savez, si la direction des parcs nationaux faillit à une responsabilité qui peut être établie, elle ne l'est pas encore, une enquête est ouverte. Elle devra être, par rapport à ses responsabilités, ramenée à ses devoirs, et s'il est prévu que des sanctions soient faites, qu'elles soient faites. Et de même, des citoyens également doivent exercer ce jugement-là. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, prenons un car privé. Un car privé qui démarre avec 50 passagers à bord. 50 passagers à bord. Personne ne les a forcés à monter dessus. Non seulement, ils devraient eux-mêmes se poser des questions, mais ils ne se posent pas la question, ils montent. J'ai été dans un pays africain. J'ai été impressionné par un fait qu'on raconte, évidemment, dans ce qui constitue aujourd'hui les repères pour la construction d'un esprit civique et la prise de conscience des citoyens. Un car a démarré d'un point. Prenons l'exemple. Un car qui démarre depuis Sokone, mon village. Ils arrivent à la hauteur de Fatick. Un passager prend un sachet plein de détritus, il le jette. Au Rwanda, les citoyens qui étaient présents ont pris le numéro du car. Ils ont averti la police. La police a saisi les collègues, les policiers ont saisi les collègues de Kigali, leurs collègues de Kigali. Arrivé à Kigali, le bus a été stoppé, retourné à Fatick au lieu avec tous les passagers. Vous comprenez ce que je veux dire? Tous les passagers, le chauffeur, plus le passager qui a jeté, sont retournés à Fatick. Et arrivés à Fatick, ils ont ramassé, ils l'ont mis dans la poubelle. Quelle est la moralité de cette histoire? Ceux qui étaient dans le passager comme citoyens auraient dû dire aux citoyens de ne pas le faire. Eux-mêmes auraient dû dire aux chauffeurs de s'arrêter. Ils ne l'ont pas fait. Mais il y a une punition collective. Une société, c'est l'idéal, doit marcher comme ça. Le drame, parfois,
c'est qu'on s'imagine que les responsabilités incombent exclusivement à X. On se défausse sur X, je ne parle même pas de l'État. Même ça peut arriver dans une maison. On dirait que c'est elle qui est responsable. C'est l'analyse la plus courte, la plus facile. C'est la meilleure façon d'abdiquer ses responsabilités. Ce que je dis, ce n'est pas pour dédouaner l'État. Je dis, quand l'État est fautif, que les services fautifs sont identifiés, il faudrait qu'il y ait plus une culture de sanction pour que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, les services de construction du bâtiment devraient s'assurer, dans les permis de construction qu'ils donnent, qu'un immeuble de 4 étages doit avoir un ascenseur. Si ce n'est pas fait, il l'arrête. On ne le fait pas. Et cette saison des pluies qui a vu les inondations refaire surface, et d'ailleurs le gouvernement a déclenché le plan d'urgence appelé Orsec, Organisation des secours. Incompréhensible de voir sans doute le déclenchement d'un plan Orsec alors qu'on est dans le plan décennal de lutte contre les inondations que Macky Sall avait mis en place dès son arrivée au pouvoir avec une enveloppe de 750 milliards de francs CFA. D'habitude, quand vous ne vous posez pas des questions, mais vous avez envie de les poser parfois. Quelle est la contradiction entre le fait qu'il y ait un plan décennal et un plan Orsec? À moins qu'on ne saisisse pas profondément le sens du plan Orsec, on peut penser qu'il y a une contradiction. Il n'existe pas cette contradiction. Ah si, sur le terrain, absolument on peut pas pas voir du tout. Des infrastructures mises sur pied par l'État, absolument. Au bout de 2 ans, 3 ans, on revive le même calvaire des inondations. C'est l'erreur que vous faites. Le plan Orsec, il est prévu pour que quand aujourd'hui des phénomènes naturels se déclenchent, qu'ils soient au-dessus des moyens auxquels nous avons fait face, auxquels nous disposions, qu'on mette en place un dispositif exceptionnel qui augmente à la fois les moyens, la vigilance et la précaution. Voilà ce que signifie le plan Orsec. Ça veut dire que vous ne pouvez pas imaginer qu'un pays comme la France n'est pas assaini. Il arrive qu'on déclenche des plans d'urgence et déclare une zone de calamité ou de crise absolue. C'est un mécanisme de fonctionnement. Parce qu'on n'est pas à ce niveau d'intempérie. Heureusement, alors pour tout le monde. Oui, ça, vous ne pouvez pas le prévoir. La nature a ses caprices. La seule force à laquelle l'humain ne peut pas faire face, c'est la force de la nature. Elle peut se déclencher à tout moment parce qu'on ne contrôle pas la nature. On essaie d'exercer une vigilance sur la nature. C'est différent de la contrôler. Aujourd'hui, tout le monde considère qu'il ne peut pas y avoir... Tiens, à côté en Guinée, il y a eu un tremblement de terre en 1987. Dans la prévision des sismologues, ce tremblement de terre ne peut pas être prévu. Donc on ne peut pas partir du principe aujourd'hui que heureusement qu'on n'a pas ces intempéries, que ça se poserait pas. C'est d'autant plus prévisible aujourd'hui que nous parlons de changement climatique. Changement climatique, c'est également des conséquences du point de vue des événements que peut produire la nature. Et ça, il faut le comprendre. Et je me résume, il n'y a aucune contradiction entre le fait qu'on ait eu un plan décennal tendant à régler le problème des investissements, le problème des inondations au Sénégal, à Dakar en particulier, et le fait qu'il y ait un plan Orsec, qui est un moment précis où la vigilance est augmentée, les moyens sont augmentés, la disponibilité de l'administration également est quasi doublée. Voilà ce que ça signifie. Ça peut arriver à tout moment. Ça peut même arriver en dehors des périodes d'inondation. Oui. Supposons une catastrophe naturelle qui se déclenche. Tiens, on y est d'ailleurs. Tous ces temps-ci, on parle du collecteur. Vous savez, il y a un pays nord-américain, sud-américain, qui s'est réveillé en bout, une ville au Mexique, je crois. Toute la ville a été décimée par l'explosion de collecteur. Il faut le dire. Et combien de morts? Ça peut déclencher un plan Orsec, ça. Donc pourquoi lier le plan Orsec à un phénomène précis? Non. Parce que dans ce plan décennal de lutte contre les inondations, oui, il y a un volet forcément qui concerne le plan d'assainissement. Et ces inondations 2019 ont montré cette défaillance alors incompréhensible du système d'assainissement dans les milieux urbains, à Dakar, la capitale notamment. Vous avez dit incompréhensible. Il est compréhensible parce que c'est expliqué et scientifiquement. Là où vous habitez dans la Médina, quand le dispositif d'assainissement a été fait, prévision sur 40 ans ou 50 ans, on l'a largement dépassé.
le dispositif à partir duquel on a travaillé et les calculs qui avaient été faits par les actuaires, par les démographes, pour arriver à un dimensionnement des conduites, mais complètement dépassé. Complètement dépassé. C'est la raison pour laquelle dès qu'il pleut, mais ça déverse. Vous pouvez aller dans une maison ici à la Médina, il y a plus de 50 personnes. Au moment où l'assainissement a été fait, on ne l'avait pas dimensionné à cette eau. Voilà ce qui explique. Vous y ajoutez le comportement des gens, le chaos est là. Donc comment dire incompréhensible? C'est compréhensible, et ce qu'on dit d'ailleurs dans le phénomène de l'urbanisation. L'urbanisation incontrôlée, non maîtrisée, parce qu'elle n'est pas basée sur un principe démographique, un principe directeur, que ce soit le Sénégal ou un pays autre. C'est l'un des drames fondamentaux des pays en voie de développement. Les seuls endroits maintenant où on a tendance à maîtriser l'urbanisation et ce qui va avec tout un système d'urbanisation, c'est les nouvelles villes qui sont créées, comme Diamniadio. Il aurait été inacceptable que dans 60 ans, 100 ans même, qu'on puisse faire face à des problèmes impossibles d'assainissement à Diamniadio. Parce que nous avons totalement appris de ce qui se passe aujourd'hui pour comprendre comment maîtriser une urbanisation d'un lieu donné pour y arriver. Vous prenez le cas de la Médina, je passe. Il y a des cités qui ont été bâties sur des systèmes, sur des terres où il n'y a aucun système d'assainissement. Les gens construisent sur des voies d'eau, c'est possible, mais encore faudrait-il qu'il y ait au préalable toute l'infrastructure qu'il faut à cette fin-là. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de quartiers dits résidentiels. Quasiment tous les quartiers résidentiels, quasiment. Mais ça, c'est vrai qu'il y a peut-être une responsabilité de l'État, mais l'État lui-même, et bien avant le régime, a été dépassé. Dépassé par quoi? La construction de l'habitat social n'ayant pas suivi, et l'habitat, la seule possibilité que l'État pouvait offrir, c'est d'avoir des terres, des titres fonciers sur lesquels les gens ont pris. Ici ajoute qu'il y a des titres fonciers de l'État sur lesquels l'État n'a jamais prévu de construction, qui n'ont pas été décidés, que des citoyens sénégalais ont pris et ont vendu à d'autres citoyens sénégalais et qui sont installés sur ces terres-là. Tu me diras, tout revient à l'État. Mais quel est l'État au monde? Dépassé par tout ce mécanisme, ce système. Un raccourci, ce que vous êtes en train de dire, le laxisme de l'État, il est flagrant et il ne change pas. C'est pas un laxisme de l'État. Il faut comprendre que c'est la nature du sous-développement. Il y a des jugements de valeur qu'on porte activement et on ne prend pas le temps d'analyser les mécanismes et les phénomènes. Senghor avait tenté de faire quelque chose. Il faut reconnaître. Mais c'est une erreur. Qu'est-ce que Senghor avait fait? Il avait dégarpi les quartiers Wakenan, Kipkoko, Almenkou. On a construit Wagouniaï, on a construit HLM. On a déguerpi. Les déguerpis ont été amenés à Guédiawaye et Pikine. Pikine. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont laissés là-bas. Mais encore c'est plus grave. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a construit à côté les parcelles assainies. On a ceinturé Dakar, un goulot d'étranglement pour en faire à la fois une ville où on travaille et une ville dortoir. Vous prenez un cas comme Rabat, Salé. Plutôt que de déguerpir les gens, ils ont construit à côté une ville nouvelle qui reçoit le nouveau centre administratif avec toutes les accommodations, avec des rues spacieuses et un système de canalisation. Bon. Cette erreur historique, nous la payons aujourd'hui. Il faut le savoir. On ne peut pas rattraper l'histoire. La seule chose qui est possible de faire aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure des dimensionnements peuvent être apportés. Mais tous ces dimensionnements, quand ils sont apportés, mais c'est des conséquences humaines terribles. Comment un État démocratique de surcroît peut-il... Vous savez, si on était dans un pays de dictature, c'est très facile. Hein? Vous trouvez des gens, vous les ramassez tous. Ça arrive dans certains pays. Donc je pense que les jugements de valeur parfois sont portés de façon très hâtive. Mais on peut les comprendre au-delà du Sénégal. Au-delà du Sénégal. C'est le drame de tous les pays en voie de développement. Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour assainir, énormément d'argent,
conformer les systèmes d'assainissement, les corréler avec les systèmes de peuplement et d'arrivée des populations de façon permanente. On ne l'a pas fait, on n'a pas pu le faire. Ce serait injuste de taper les socialistes parce qu'ils ne l'ont pas fait, de taper les libéraux, ils ne l'ont pas fait, et de taper encore plus sur Macky Sall parce qu'il ne l'a pas fait. Donc, il faut comprendre ces mécanismes-là. C'est la raison pour laquelle, quand il est arrivé, il a pensé qu'un système qui va créer un mécanisme d'exutoire pourrait soulager en tout cas le ruissellement des eaux de pluie. On y est arrivé. La situation vécue par certains quartiers, avant qu'il n'arrive, avant le plan décennal, ce n'est plus la même. Il faut le reconnaître. A-t-il réussi tout? Non. Il reste encore à faire. Parce qu'en termes de décennies... On a déjà déroulé 7 années de ce plan décennal qui doit naturellement, oui, bien sûr, durer 10 ans. Est-ce que ce que vous avez à Nord-Foire, vous l'avez? Est-ce que ce que vous avez à Dalifort, vous l'avez? Est-ce que ce que vous avez à Wakhinane, vous l'avez toujours? Non. C'est ça la réponse du plan décennal. Mais si vous pensez qu'il va régler tout le problème en 7 ans, mais c'est une erreur que de le croire. Il reste quand même 3 ans. Combien de quartiers de Dakar restaient dans les eaux bien après? Et je dis bien après l'hivernage. Vous en avez encore? Très peu. Très peu. Parce que le mécanisme a fonctionné de ce point de vue-là. Avec tous les études qui ont été faits autour de ces quartiers-là, on a pu dégager les eaux de ruissellement à des endroits aujourd'hui, dans des lacs, dans des mares, qui font qu'il y a moins de quartiers aujourd'hui. Et l'inondation d'air, comme dit. Parce que la stagnation des eaux, ce n'est pas des inondations. Et les inondations, vous ne dormez plus dans vos chambres. Vous ne dormez plus dans les chambres, hein. Vous sortez. J'ai entendu un responsable dire que combien d'écoles sont aujourd'hui envoyées par des familles parce qu'il n'y a pas d'assainissement. Hein? Je connais un village à côté de Sokone, Passy. Allez-y pour voir ce qui s'est fait là-bas. Kaffrine, ce qui est en train de se faire. Évidemment, je comprends bien. Vous savez, les Dakarois, c'est eux qui sont proches de Babacar Fall. Ils en parlent, et Babacar s'en émeut. Parce qu'ils sont là à Dakar. Vous vous rendez compte de ce qui se passe à Kaffrine? Même dans mon petit village, à Sokone. Vous vous rendez compte de ce qui se passe ailleurs? À Kaolack? Où vous avez trouvé des reliquats de plus de 15-20 ans de non-assainissement. Quelles sont les grandes villes qui sont assainies au Sénégal? Même Mbour, c'est un plan récemment qui vient de démarrer. Kaolack. Et voilà le déficit qu'il faut combler. En même temps, vous comblez ce déficit, Babacar, vous devez faire face aux responsabilités du soin des Sénégalais. Vous devez faire aux responsabilités de refaire des routes, de les créer. C'est une dialectique politique, de politique publique infernale. Et ça, il faut le comprendre. Ça n'excuse pas totalement un gouvernement, mais on explique. La responsabilité d'un citoyen, c'est d'être exigeant, de demander plus et encore plus. Mais quand on est à un niveau d'analyse plus saine, plus serré, plus éveillé, on peut davantage comprendre les faits. À défaut d'être d'accord, on les explique. Mais en faisant des jugements de valeur comme ça, on réduit tout à néant. C'est peut-être là où je dis que ce n'est pas juste. La justice en liée. Adama Gaye, journaliste, présenté comme journaliste, parfois comme homme d'affaires, pour certains, c'est un activiste. Il a bénéficié ce vendredi d'une liberté provisoire après des semaines en prison pour des commentaires sur le président public, ce qui a été jugé offensant à l'endroit du chef de l'État. Vous en pensez quoi? Je suis tout content pour lui qu'il bénéficie de la liberté. Sinon, je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à ça. Je suis moins préoccupé par la liberté d'expression, c'est ce qui vous a valu. Laissez-moi répondre à ma question. Ce qui vous a valu, donc je pose une question aussi. Mais vous avez posé la une liberté question. Laissez-moi répondre, après vous viendrez avec cette question. Très bien. Laissez-moi, je vous réponds et vous reviendrez, s'il vous plaît. Vous venez de dire que vous n'avez aucun commentaire à faire. Non, je dis que je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à ça. Mais vous semblez me demander si je suis préoccupé à cause de la liberté d'expression. Je suis moins préoccupé par ça que le cas d'une jeune demoiselle de Sokone qui m'a ému, une lycéenne qui est tombée enceinte, qui avec un infirmier a essayé de se faire aider pour avorter, qui en a pris. Elle est en prison actuellement. Ça me préoccupe. C'est fondamental ça. Et le jeune infirmier qui l'a aidé en a pris pour 6 mois. Ça me préoccupe.
je ne suis pas insensible à la situation des hommes et des mères. Mais par contre, je ne suis pas obsédé par des cas particuliers où l'assumation d'une responsabilité en toute des cas particuliers qui restent des Sénégalais. C'est des citoyens sénégalais. Oui, mais ce dont je parle également, c'est des citoyens sénégalais. Hein. Ils ne sont pas moins citoyens que les autres. Par contre, ils n'ont pas la chance d'avoir la voix de Babacar Fall. C'est ça le drame. Personne n'en a parlé à travers les médias. Est-ce que les lois que nous avons sont des lois justes de ce point de vue-là? Est-ce que parfois la facilité qu'on a à mettre en prison des jeunes de cette nature, on ne doit pas les questionner? C'est une discrimination naturelle parce que vous-même aviez bénéficié de toute cette sympathie de la part peut-être des médias et d'une grosse partie de l'opinion quand vous aviez des déboires avec l'ancien régime. Je n'ai pas dit que les autres ne doivent pas avoir cette sympathie. Mais ma sympathie, ma préoccupation va plus vers ces gens-là que d'autres qui ont assumé une responsabilité, la revendiquent et ensuite se retrouvent dans la situation dans laquelle ils étaient. Je veux me faire comprendre. Je dis, ma sympathie à moi va plus vers ces gens-là que des gens qui ont assumé une responsabilité totale en toute connaissance de cause, en ayant compris toutes les lois de ce pays-là, en les ayant analysées, peuvent même en faire des cours, assument ces responsabilités. Je suis moins, d'ailleurs, comme moi-même, quand j'étais devant la justice, j'ai toujours revendiqué, assumé ce que je faisais. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Pour autant, je n'ai pas demandé aux gens de faire la responsabilité, machin, etc. Non, je ne demande à personne. J'avais assumé tout seul. Il y a des gens qui trouvaient qu'ils devaient se solidariser avec moi. Vous êtes en train de frustrer sans doute ceux qui vous ont soutenu. Je n'ai pas dit ça. Je dis, je remercie. Vous n'avez pas dit ceux qui m'ont soutenu. Ceux qui avaient de la sympathie. On peut avoir de la sympathie sans que je les voie, quelque part. Je les respecte et je les en remercie. Je les en remercie. Mais pour moi, aujourd'hui, ce qui s'est passé, le cas que vous avez évoqué, je vous dis simplement que ma sympathie va plus vers les autres là que vers ce cas précis. L'offense au chef de l'État, on en parle, le dispositif loi arriéré pour beaucoup. À votre avis, faut-il abroger ce genre de loi? Oui, je l'assume. Hier, je l'ai écrit. Vous savez, j'étais l'un des rares journalistes à dire à l'époque que je ne trouve pas normal certains délits qui sont des délits surannés. Je l'assume totalement. Je trouve que ce délit est un délit suranné. Pour deux choses au moins. Un délit pénal, il est défini, il est précis. Le juge n'a pas besoin d'imaginer qu'est-ce que l'offense au chef de l'État. J'avais écrit d'ailleurs, à l'époque, que si un journaliste dit que Abdoulaye Wade ressemble à Fantomas, il peut être contraint de subir un procès parce que Abdoulaye Wade définit ce qui est l'offense. Un délit pénal, il est précis, on le précise dans la loi. L'offense, c'est quoi? Si on avait dit dans la loi, voilà ce qu'est l'offense, c'est lui qui en est victime, ne pas lui-même déterminer ce qu'est l'offense, ce qui ne l'offense pas. Ma responsabilité d'hier que j'assumais, je l'ai assumée aujourd'hui. Je disais en plus, il y a certains délits, s'ils avaient disparu du code électoral, du code pénal, du code de la presse, probablement peu de journalistes iraient en prison ou n'iraient pas du tout en prison. C'est la raison pour laquelle je disais, est-ce qu'on ne se trompe pas de combat? Ne fallait-il pas demander l'effacement de certains délits qui sont les seuls délits par lesquels on attrait les journalistes au tribunal et les met en prison? Rare, vous avez entendu parler de quelqu'un qui met en prison pour diffamation. Diffusion de fausses nouvelles. On diffuse des fausses nouvelles tous les jours dans ce pays. On n'attrait pas les journalistes devant. Parce que la procédure, qui est la procédure sur la base de l'offense au chef de l'État et de l'article 80, sont des procédures allégées qui permettent rapidement au procureur de la République de mettre quelqu'un en prison. C'est ma conviction hier comme chose. C'est pas parce que je suis dans un gouvernement que je le renie aujourd'hui. Oui, le délit de ça fait partie des progrès démocratiques. La position de Macky Sall sur ce débat sur le délit d'offense au chef de l'État est sur vous, votre opinion que ça doit plus exister. Voilà pourquoi je refuse. Chaque fois quand vous m'appelez pour que je parle, je ne veux pas parler. Je vous dis, j'assume ce que j'ai écrit il y a 20 ans. Donc c'est pas la position de Macky Sall, qui ne me l'a pas dit d'ailleurs.
Je ne l'ai jamais entendu dire de position par rapport à ça. Il faut juste avec moi. Ou parce que vous voulez, moi, me mettre en opposition avec le président pour vous dire ce que vous dites. Aucunement. Pourquoi vous le pensez? Je ne pense pas, vous l'avez dit. Aucunement. Non, vous l'avez dit. Je demande, lui, qu'est-ce qu'il en pense. Je vous dis de me préciser votre pensée. Si c'était le président de la République... Si je vous dis ça, je pense que le président ne me respectait même pas. Si cette position que j'ai défendue, connue, je viens ici, je le nier parce que je suis dans un gouvernement. Je tiens à me faire respecter, en toutes circonstances. Ce que j'ai écrit hier, je l'assume aujourd'hui. Voilà. Toujours à propos de la justice, les affaires, il y en a beaucoup qui font l'actualité. Les 94 milliards. Les affaires pénales. Pénales, oui. Vous ne parlez pas des affaires civiles, qui se passent tous les jours, où la justice rend des décisions, personne ne s'en occupe. L'allusion est claire, vous comprenez ce que je dis alors. Les affaires. Oui. L'affaire des 94 milliards de francs CFA. Une bonne part de l'opinion, sans doute, se demande où se situe la vérité. Et ces Sénégalais attendent que peut-être la justice éclaire leur lanterne. Chez les citoyens, on peut même condamner quelqu'un et se demander où est la vérité. La vérité judiciaire n'est pas la vérité sociale. C'est tout. Mais aujourd'hui, la vérité judiciaire peut coïncider avec cette vérité sociale. L'entendement de tous les citoyens peut coïncider avec lui. Mais cette vérité judiciaire-là n'est pas nécessairement la vérité absolue. Dans le cas d'espèce, certains qui ont une cohérence d'ensemble dans le raisonnement peuvent parfaitement vous dire mais il n'y a aucune zone d'ombre dans ces 94 milliards. Aucune zone d'ombre. Moi, j'ai tout compris. J'ai lu d'ailleurs un expert qui a écrit un papier fabuleux qui n'a rien à voir avec l'État, qui est un expert indépendant qui l'a écrit, qui a indiqué le processus par lequel on y est arrivé les 94 milliards. Aucun, d'ailleurs, si vous l'avez vu, on parle de Mamour. De Mamour Diallo, l'ancien directeur général des domaines. Comment Mamour Diallo peut-il payer de l'argent? À moins qu'on ait changé toutes les règles des finances publiques. Aurait-il décidé, il ne peut pas lui payer l'argent? C'est pas lui. C'est à la fois les directeurs généraux du budget et les directeurs du trésor qui vont payer. Mamour Diallo n'a rien à voir avec les paiements. Rien. Mais c'est absolument... peut-être même il faut être d'une naïveté incroyable pour penser que Mamour Diallo va payer de l'argent. Pour payer de l'argent, ne pas payer de l'argent. Quand vous avez une créance sur l'État, ce n'est plus le ministre avec lequel vous avez établi cette créance-là, ni les responsables là. Vous y allez, vous allez au budget, on engage la dépense, vous allez, on le paye au trésor. Point barre. Il existe peut-être des mécanismes illicites dans l'administration qui permettent de faire de la prévarication. Dans vos publications, quand Abdoulaye Wade était président de la République, vous aviez fait un excellent travail en démontant... Merci de le dire. Oui, alors excellent travail. Oui. Ce travail, s'il est excellent. Alors pourquoi les choses devraient changer aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, dans le système de l'État sénégalais, il y a encore des moyens de... C'est ça aussi que j'appelle l'esprit dialectique. On doit l'avoir parfois. Vous avez fait une assimilation qui ne tient pas. Je n'ai jamais dit on a payé tel trésor public, voilà ce qu'il a fait. Moi, j'ai dit, un cas particulier, j'ai dit, on a loué un bateau lors de la conférence islamique. C'est le port qui a payé, ce n'est pas le trésor public. 8 milliards. Pour un bateau qu'on aurait pu louer à 1 500 000 € pour faire une croisière sur 15 jours en Méditerranée. Nous, on a payé 8 milliards. Le montage était tel que c'est le port qui s'est engagé à payer en dehors de la comptabilité publique centrale. Ça, oui, je le sais. Ça reste des... Vous savez ce que je suis en train de dire? On n'a pas besoin de travailler au ministère des Finances pour le savoir. Si vous avez vous-même d'ailleurs une créance sur l'État, les ministères qui l'établissent, ils envoient tout au ministère des Finances. C'est pour ça, quand on ne paye pas, on parle du non-paiement par le ministère des Finances. Ça, tout le monde le sait. Ben, je sais pas. Moi, ce que j'ai dit, je ne vois pas comment Mamour Diallo peut payer l'argent. C'est ça que j'ai dit. Si on m'explique, on me donne les trucs, ben, je suis prêt à... Mais j'ai dit, je ne comprends pas. Ali Oussal est le frère cadet du président de la République et l'enquête du procureur sur les accusations sur lui, sur les contrats cédés à l'homme d'affaires Franck Timis par l'État sénégalais. Interrogation autour justement de cette procédure de la justice du parquet sur cette affaire-là qu'on me semble oublier un peu là.
C'est vous qui interrogez, moi je ne m'interroge pas. Moi, je ne m'interroge pas. Pourquoi je m'interroge? Comme je m'interroge sur le travail que vous faites, je m'interroge sur tout, mais cette question précise-là, je n'ai pas eu le temps de m'interroger sur ça. Parce que pour moi, c'est une procédure normale, mais qui n'a absolument rien du tout d'anormal de ce point de vue-là. Pourquoi m'interroger? Je connais bien la procédure judiciaire. Et sur le fond le fond des accusations, qu'est-ce que vous en dites? Qui accuse, prouve. C'est lui qui accuse. Il doit prouver. C'est tout. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Si vous accusez, vous devez prouver. Aujourd'hui, qui a prouvé quoi? Parce qu'il doit être prouvé ici. C'est une relation de cause à effet entre une corruption supposée et de ce qui a été prouvé. Je m'explique davantage. Vous dites, il a perçu tant. Lui-même le reconnaît, le dit. Mais il faut établir une relation de cause à effet entre ce qui a été pris et la corruption. Vous pouvez, dans votre imagination, faire des déductions, mais une déduction n'est pas un élément de preuve. Une induction non plus. Abdou Latif Coulibaly, on va parler maintenant de votre situation personnelle. Au lendemain de la réélection de Macky Sall, vous avez été écarté du gouvernement. Vous êtes revenu après votre nomination au poste de ministre porte-parole de la présidence de la République. Avez-vous été frustré par cette décision de Macky Sall de vous sortir du gouvernement? J'ai la chance d'avoir toujours fait ce que j'ai envie de faire. Chance. Je voulais être journaliste, je l'ai été. Je voulais un journal d'investigation, je l'ai été. J'ai envie de faire la politique, je l'ai été. Je l'ai fait. J'ai été ministre pendant 7 ans. Je suis parti. Je suis retourné là-bas avec plaisir et volonté de faire ce qu'on m'a demandé de faire. Vous avez déjà déclaré votre candidature à la mairie de Sokone, votre fief politique. On s'achemine vers sans doute une élection directe des maires au Sénégal. Votre candidature a-t-elle déjà été parrainée par votre chef politique, Macky Sall? Vous savez, pourquoi je devrais faire exception? Aucune candidature n'a été parrainée au Sénégal. Pour le moment, je devrais être l'exception, Latif Coulibaly. Si vous donnez la raison, je vais vous dire si je ne peux pas faire exception. Ma candidature sera parrainée le moment où toutes les candidatures seront parrainées. Babacar. Je viens de vous dire ici à votre micro, oui, Macky Sall me parrainait, je serai le candidat de Sokone. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie quand même. J'ai eu quand même 30 ans de métier de journaliste. Ça va être son choix numéro 1 sur Sokone, vous, Abdou Latif Coulibaly? Vous voulez que je lise dans les pensées du président de la République? Non, je ne lis pas dans les pensées du président de la République. Je dis ce qu'il me dit de dire. Même si je lisais sur ses pensées, je ne vous le dirais pas. Et s'il choisissait un autre candidat que vous pour être le candidat de Benno Bokk Yakaar? J'assumerai toutes mes responsabilités. Ça veut dire quoi? Je serai candidat ou je ne serai pas candidat. Pour être candidat sur une autre liste. Si on décide de choisir à Sokone quelqu'un qui n'est pas moi et que j'ai envie d'être candidat. Mais je serai sur une liste si je veux. Si je ne veux pas, je dis je respecte la volonté du parti. Je ne serai pas le premier à l'avoir fait d'ailleurs. Beaucoup de citoyens de la paire sont allés dans une commune. On a choisi d'autres, ils se sont présentés. Ils ont gagné. Donc moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle et l'échéance 2024, la guerre de succession à Macky Sall a-t-elle réellement commencé dans le camp présidentiel? Mais même si ça avait commencé et que j'en avais des preuves, je ne vous l'aurais pas dit. C'est normal, non? Je vais nommer des collègues avec qui je travaille en disant qu'ils sont dans une guerre. Et qu'est-ce que ça rimerait de vous dire, venir vous dire, oui, ça a commencé, je ne suis pas capable de vous citer des noms. Ça n'a pas de sens. Mais si nous voulons faire des questions utiles pour la société, on y va. Parce que je ne vais pas spéculer. C'est vrai que le journalisme a été transformé en spéculation dans notre pays. Moi, je ne spécule pas, je parle de faits. Je suis un ayatollah des faits, intégriste. Vous ne manquez jamais l'occasion de faire des leçons de journalisme aux personnes qui vous... Comme vous n'avez jamais manqué de faire des leçons aux politiques que nous sommes. Pourquoi vous vous offusquez qu'on fasse des leçons, vos leçons de et vous en journalisme... faites tous les jours au gouvernement, au ministre. Vous voulez en faire d'ailleurs à l'administration publique tout à l'heure. Mais vous êtes offusqué que je vous dise... Vos leçons de journalisme, il faut arrêter, Latif Coulibaly. Ah oui, il faut cesser de me faire des leçons et de me faire ce que vous avez envie de faire. Ça vous dérange, ça vous gêne. Mon drame, c'est d'avoir été sûrement journaliste.
Votre travail de porte-parole du gouvernement, la presse de ce week-end a rapporté que le président veut qu'on change de système, que vous changiez d'approche. Une réunion s'est tenue. Qu'est-ce qui cloche dans la communication présidentielle? Moi, je vous dis la réunion à laquelle j'ai assisté, puisqu'on a fait un compte rendu public maintenant. Je suis venu dans une réunion où le président a dit ceci, en 2 temps. Dans un premier temps, il a félicité. C'est félicité de ce qui a été fait comme travail en matière de communication pour tous ceux qui ont porté la parole, pour défendre la majorité. En partant d'idées simples, qui me paraissent très pertinentes par rapport à ça, en disant, comme on a fait la comptabilité pour voir, il y a au Sénégal, par année, 7000 heures de diffusion, de débat, 7000 heures, à travers 3000 émissions comptabilisées dans le pays. 288 autres qui parlent de politique, etc., etc. Il dit, vous avez été présent quasiment dans tous les débats. Pour certains, ça a été très heureux. Pour d'autres, il y a eu des problèmes. Maintenant, ce que je veux qu'on ait une stratégie encore plus organisée, parce que tout ce qu'on a fait, on l'a fait, mais ça n'a pas été nécessairement très organisé. On l'organise maintenant. Voilà la réunion à laquelle j'ai participé personnellement. Et je sais que je n'étais pas loin quand même. J'étais là. Déjà, il y a un effort formidable de pouvoir comptabiliser, de repérer toutes les émissions qui se déroulent dans le pays, à l'intérieur de Dakar comme à l'extérieur, de comprendre quelle a été notre présence là-dessus. Y a-t-il un mal d'avoir fait un travail et à terme de l'évaluer, de dire voilà ce qui est bon, voilà ce qu'on doit rectifier, voilà ce qui a été mauvais, c'est ce qui a été fait. Pas plus ni moins. Et ça, je vous certifie sur l'honneur que c'est ça. J'ai vu, le président a dit, la communication n'est pas bonne. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu une généralisation. J'ai entendu une démarche séquentielle de ce qui peut être considéré comme positif, de ce qui peut être considéré comme à améliorer et de ce qui a été négatif. Je pense qu'également, c'est ça qu'on attend d'un responsable, haut placé comme il l'est, ce qu'il a fait. Merci d'être passé devant le grand jury. Abdoulatif Coulibaly, ministre porte-parole de la présidence de la République, ancien journaliste. Vous êtes d'accord? Merci de m'appeler comme ça. Bonne fin de semaine, restez sur RFM.